Épisode 1. Requiem pour un papillon. Pour toutes celles et ceux qui ont vécu du côté de la Nouvelle-Angleterre dans les années 70, les noms de Debbie Spickler, de Janice Pocket et de Lisa White sont familiers. Ce sont des fantômes qui, aujourd'hui encore, hantent la région. Des fillettes se promènent, elles jouent entre elles, discutent avec leur famille ou leurs amis, et l'instant d'après, plus personne. Volatilisé. Entre 1968 et 1975, les disparitions de jeunes filles se succèdent dans le comté de Toland, dans le Connecticut, et plus précisément dans les petites villes rurales de Rockville, de Vernon et d'Ellington. J'y ai grandi, et j'y habite toujours. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où l'on se croise en ville, au lac ou chez l'épicier du coin pour discuter de nos enfants, des réunions parents-profs ou de la politique locale. Quand les disparitions ont commencé, un vent de panique a soufflé sur la ville. Mes parents, comme tous les voisins, ont commencé à fermer leurs portes à clé et à tirer leurs volets. Il nous était interdit de jouer dehors sans surveillance, même dans nos propres jardins. Tout le monde se regardait d'un air suspicieux. J'allais en cours avec les frères et sœurs des disparus. Je me souviens des murmures dans les couloirs. Où est-ce qu'elle est passée? C'est sa sœur là-bas, la fille qui a disparu. Tu crois que c'est son frère qui a fait le coup? Ça remonte à plus de 50 ans et aucune de ces affaires n'a été résolue. Je m'appelle Matthew William Phelps. Je suis journaliste d'investigation. J'ai publié 43 livres d'enquête sur des histoires criminelles. J'ai toujours été passionné par les histoires d'assassinat et d'enlèvement, avec un intérêt particulier pour les affaires jamais élucidées. Quand j'étais jeune, quelqu'un de ma famille a été assassiné, sans que l'on ait pu faire toute la lumière sur l'affaire. Dès lors, j'ai décidé de consacrer ma carrière à faire justice aux victimes et à leurs familles. Mais ces jeunes filles disparues, Debbie Spickler, Janice Pocket, Lisa White, c'est une affaire personnelle. Je connaissais certaines d'entre elles. J'enquête sur ces 3 dossiers depuis près de 11 ans. Les familles font à présent partie de mes proches. J'ai ressenti leur douleur. Je leur ai fait des promesses. Et je n'aurai pas de répit avant d'avoir des réponses à leur apporter. Bienvenue dans les disparus de Crystal Lake. Ken et Patty Wendell ont commencé à s'intéresser à l'affaire des disparitions lorsqu'ils ont emménagé dans ma petite ville natale d'Ellington, dans le Connecticut. C'était en 2015. Ils ont la cinquantaine, des gens simples et très serviables, des gens prêts à se plier en 4 pour vous sans rien attendre en retour. Ken et Patty sont mariés depuis une 30aine d'années. Leur fils tient le seul bouquiniste de la ville. Depuis le temps, nous nous connaissons plutôt bien, eux et moi, et je leur rends visite de temps en temps, pour prendre des nouvelles. Les Wendell me font beaucoup penser à mes voisins de l'époque, d'ailleurs. Ken est électricien. Il porte des lunettes et on devine tout de suite que c'est un sacré bricoleur. Sa femme, Patty, est beaucoup plus jeune que son âge. Elle parle avec l'accent du Queens et se laisse pas marcher sur les pieds. C'est une femme tenace qui n'a pas la langue dans sa poche. Ce déménagement à la campagne, c'était leur rêve. Ils rêvaient d'une vie tranquille au rythme des saisons, au milieu des bois. Pendant des années, ils ont fait les allers-retours depuis New York pour venir construire leur maison ici, sur un grand terrain, à 2 pas de Crystal Lake, un lieu de villégiature estivale très prisé. Mais à peine avaient-ils fini de construire leur maison et commencé à s'installer, que l'excitation tournait déjà au malaise. J'ai emménagé ici en octobre 2015, en plein été indien. Cet été-là, 2 policiers sont venus frapper à ma porte. Mon fils était là, mais il voulait voir le propriétaire. Donc ensuite... C'était un enquêteur du service des affaires non résolues, accompagné de son collègue. Il venait de reprendre en main l'affaire des disparus dans la région. Et là, il nous dit, on a reçu un nouveau témoignage. Un témoignage. Dans ce genre d'affaires, il n'y a que ça pour relancer la machine et mener à des découvertes. Vous savez ce que je trouve incroyable? Après 50 ans, après 5 décennies, il y a encore assez de nouvelles pistes dans ces affaires pour continuer à mobiliser des enquêteurs. Et c'est suffisant pour nous redonner un peu d'espoir, à moi et aux familles des disparus. Quelqu'un sait quelque chose et finit par parler. Les Wendell laissent le détective et son partenaire faire le tour des 19 hectares de terrain. Ils y passent 2 heures et promettent de revenir,
Ce qu'ils font un mois plus tard. Sauf que cette fois-ci, ils ont rapporté avec eux des pelles, une pelleteuse et toute une équipe de spécialistes de scènes de crime. Ils se mettent à fouiller un puits qui se trouve à la limite du terrain des Wendell. Ils y passent la journée et en ressortent des piles d'ordures, un vieux four et un frigo hors d'usage. Mais ce n'est pas tout. Tout au fond de ce puits, ils retrouvent 5 paires de chaussures d'enfants. Inquiétant, certes. Mais pourquoi 5 ? Y a-t-il un lien entre les fillettes disparues sur lesquelles j'enquête depuis tant d'années, ou est-ce une coïncidence ? Les Wendell pensaient que la police reviendrait pour continuer les fouilles, mais après quelques temps sans nouvelles, ils ont commencé à s'impatienter. C'est comme si les forces de l'ordre avaient totalement baissé les bras. Ils mettaient des jours à répondre au moindre email, et leurs réponses, quand il y en avait, étaient aussi évasives que décevantes. Mais Ken, c'est un type pragmatique. Il n'a pas peur de mouiller le maillot. Il n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et il a donc continué à fouiller son terrain lui-même. Après le passage des flics, j'ai commencé à fouiner un petit peu. Et c'est là que je suis tombé sur un terrier de renard. Et j'ai vu qu'en creusant, la bestiole avait déchiré un sac plastique. Et dans ce sac, on voyait un bout de tissu. C'était un chemisier taille enfant avec la boutonnière de l'autre côté. Ce que Ken est en train de nous dire, c'est qu'il a trouvé un sac plastique rempli de vêtements qui datent des années 70. Le sac avait été enterré dans un puits abandonné, pas loin du lac. Dans ces années-là, à Crystal Lake, il y avait des petites cabanes que les touristes pouvaient louer pour les vacances d'été. Une ambiance à la Dirty Dancing, si vous voulez. L'endroit où les habits ont été retrouvés se trouve au niveau d'un vieux sentier de bûcheron, sur lequel la nature a maintenant repris ses droits. Peu de temps après, Ken fait une autre découverte. Il y avait une paire de baskets à moitié enfouies dans le sol. J'ai dit à la police, ramenez-vous. Je voyais que les baskets qui dépassaient, donc je suis pas allé creuser plus loin. Ken appelle la police, persuadé qu'il vient de découvrir un corps. Peut-être celui de l'une des disparues. Les gens ici sont très soudés et personne n'a oublié Janice Pocket. Tenez, ce banc juste là, il y a une plaque en son honneur. Ça fait pile 45 ans aujourd'hui qu'elle a disparu et ça s'est passé juste là-bas au coin de la rue. Elle était en train de faire du vélo. Quand elle a disparu en 1973, Janice Pocket n'avait pas encore 7 ans. C'est la plus jeune des 3 disparues sur lesquelles j'enquête. Les Pocket habitaient à Tolland, dans le Connecticut, à une trentaine de kilomètres de Hartford, la capitale de l'État, et à quelques encablures seulement de Crystal Lake. À l'époque, Tolland, Vernon et Ellington, les villes où se déroule l'affaire qui nous préoccupe, sont les patelins ruraux. C'était la Cambrousse, l'Amérique des petites villes à la Stranger Things. La rue où Janice a été vue pour la dernière fois était un chemin de terre et de gravier au milieu des bois, pas loin d'un open terre où on faisait pousser des sapins pour les vendre à Noël. On vivait dans un ranch où il y avait 3 chambres, avec un bois derrière. Là où il y a l'école maintenant. À l'époque, c'était que de la forêt. Voici Mary Engelbrecht. On s'y rencontrait quand j'ai commencé à enquêter sur cette affaire. Et depuis 10 ans, c'est devenu mon amie et ma confidente. Elle m'a contacté par Internet quand elle s'est rendue compte que je m'intéressais à l'histoire de Janice. Mary avait 6 ans quand sa grande sœur a disparu en 1973. Elle a des cheveux bruns qui tombent jusqu'aux épaules et elle porte des lunettes. À voir sa gentillesse et sa joie de vivre, on comprend vite qu'elle ne s'est pas laissée broyer par la disparition de Janice. Aujourd'hui, je vois ressurgir en Mary la volonté inébranlable de retrouver sa grande sœur. Nous sommes assis sur un gros rocher, près du mémorial dédié à Janice. Pas loin de là où elle a été vue pour la dernière fois. Chaque fois que je la vois, Mary me semble plutôt angoissée, mais aujourd'hui, elle m'apparaît différente, étrangement sereine. Mais bien sûr, la nostalgie s'empare d'elle. Il y avait beaucoup d'enfants dans le coin, non ? Ah ouais, on était plein à avoir mon âge, l'âge de ma sœur. On passait notre temps à jouer ensemble, dans les jardins des uns et des autres. Et donc, dis-moi, quel souvenir tu gardes de Janice ? Eh ben, elle et moi, on adorait jouer dehors. On avait un immense jardin, et notre grand jeu, c'était d'aller y chercher des insectes, des papillons. La nature, tout ça, c'était notre truc. On rapportait tout le temps des fleurs à notre mère. C'était Janice la plus âgée, donc c'était elle la chef. Elle me donnait constamment des ordres et je faisais plus ou moins tout ce qu'elle me disait. C'était elle qui commandait, y a pas de doute. Et ça m'allait, la plupart du temps. On se disputait pas mal. J'ai demandé à Mary de me parler de sa mère.
C'était une femme en or. Tout ce qu'on faisait, on le faisait avec elle, parce que notre père travaillait beaucoup. Ma mère restait à la maison pour s'occuper de nous. Ma sœur n'avait qu'1 an et demi de plus que moi. On était assez proches en âge. On faisait tout ensemble. Et ma mère était très... Il fallait toujours qu'on soit à portée de vue. Je veux dire, on jouait dehors tout le temps, mais elle était toujours là. À cet âge-là, on n'avait pas le droit de sortir se balader dans les environs toute seule. Et le jour où elle a disparu, tu t'en souviens? Comme si c'était hier. Il y a des trucs que j'ai jamais oubliés. On était partis faire les courses. Je me rappelle qu'on rentrait des courses parce que sur le trajet du retour, ma sœur et moi, on a eu une grosse dispute. Je revois exactement la scène. Ma mère était en bas des marches de la cave, en train de ranger les courses dans un placard. Elle avait acheté des nouvelles brosses à dents pour ma sœur et moi, et je sais pas pour quelle raison, on se bagarrait pour savoir laquelle était à qui, quelle couleur on voulait. Je veux dire, ça paraît ridicule dit comme ça, mais je me souviens, j'étais si énervée que j'en pleurais. Ma pauvre mère, ça devait la rendre folle quand on y pense. On se dispute sur quelque chose d'aussi bête. Je suis maman maintenant, je sais ce que ça fait. Et allez, c'est reparti. Nous sommes le 26 juillet 1973. C'est le milieu de l'après-midi. Il est à peu près 15h30. Il fait un temps radieux. Et Janice a une idée derrière la tête. Elle demande à sa mère la permission de sortir toute seule. Ce dont je me rappelle ensuite, c'est que ma sœur a demandé si elle pouvait prendre son vélo pour aller chercher le papillon. Parce que quelques jours avant, on était sortis se promener toutes les trois avec le chien. J'étais à pied, ma sœur avait son vélo et ma mère tenait le chien en laisse. Et ma sœur, ça s'est passé juste là, ma sœur a trouvé ce papillon. Il était mort, mais il était parfaitement intact. C'était un noir et jaune. Il était juste parfait. Souvent, la mère de Mary et Janice les emmenait se balader le long de ce chemin. Peu de temps avant, un bébé chaud avait rejoint la famille. Cet été 1973, elles avaient donc une bonne excuse pour passer le plus de temps possible dehors. Ce jour-là, Janice portait un short bleu marine avec le drapeau américain dessus, une chemise rayée et des baskets bleues. Elle avait des cheveux blonds vénitiens reconnaissables entre mille, qu'elle portait jusqu'aux épaules avec une frange très 70s qui lui couvrait le front. Je me souviens encore de ses dents du bonheur sur la photo de classe de CE1. Comme j'ai grandi dans le coin, l'image m'est restée. Cette photo était partout, imprimée sur les avis de recherche. Donc, elle cache le papillon derrière un rocher qui était sur le bord du chemin, et je pense qu'elle se disait « Je reviendrai le chercher plus tard, la prochaine fois qu'on passera dans le coin ». En refaisant le chemin à pied avec Mary, nous nous rendons compte que l'endroit était à environ 500 mètres de sa maison d'enfance. Une sacrée distance pour une fillette de 7 ans en vélo. En quittant la maison des Pocket, il fallait prendre à droite au bout de l'allée, puis suivre la rue jusqu'à un panneau stop après lequel il y avait un chemin de terre. Celui-ci continuait tout droit à un moment, puis il y avait 2 virages serrés, à droite puis à gauche. Janice avait caché le papillon mort sur le bord du chemin, derrière un rocher, juste après le 2e virage. C'était un jeudi que ça s'est passé. Ma sœur a demandé si elle pouvait aller chercher son papillon. En temps normal, ma mère aurait dit non. Elle lui aurait demandé d'attendre pour qu'on y aille tout ensemble. Mais je crois qu'elle était occupée à ranger les courses et qu'elle en avait marre de nos chamailleries. Et je me souviens qu'elle lui a dit « Dépêche-toi et reviens tout de suite après ». C'est la toute première fois que Janice a la permission de sortir toute seule. Munie d'une enveloppe vide que sa mère lui a donnée pour qu'elle y mette le papillon, elle saute sur son vélo et déboule dans l'allée. Elle descend jusqu'au chemin pour récupérer le papillon. Bon sang, quelle vision. Une gamine de 7 ans, sous le soleil de juillet, qui fonce à vélo pour récupérer un papillon. Dans la région, cette image a marqué tout le monde au fer rouge. Dès qu'on évoque le nom de Janice, les gens finissent toujours par mentionner le papillon. Janice Pocket s'est engagée sur le chemin de terre. Elle a pris ce premier virage à droite, puis elle s'est purement et simplement évaporée. Personne ne l'a plus jamais revue.
Le jour où Janice a disparu, une voisine des Pocket, du nom de Nancy MacDonald, était chez elle, en bas de la rue, à peut-être 400 mètres. Cet après-midi de juillet, vers 15h30, elle quitte sa maison pour faire quelques courses. Elle remonte sa rue, tourne à gauche et longe la maison des Pocket avant d'atteindre ce panneau stop qui marque le début du chemin. Je me suis présenté chez elle et Nancy m'a invité à venir discuter à l'intérieur. Assise dans sa cuisine, Nancy m'a raconté le jour de la disparition de Janice. Et ce qu'elle avait à dire, croyez-moi, n'était pas facile à entendre. Je suis la seule à avoir vu quelque chose et dire que tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller acheter du lait. Quand Nancy arrive à l'intersection, juste après la maison des Pocket, quelque chose l'interpelle. Il y a un break bleu garé en plein milieu de la route. Le véhicule n'est pas stationné dans le sens de la marche, mais bien en travers du chemin. À l'époque, c'était un coin un peu perdu, au milieu des bois, sans aucune maison. Je ne pouvais pas passer, vu qu'il était garé en plein milieu. Je me suis dit, si cette voiture est toujours là quand je reviens, je vais noter la plaque. Le break empêche Nancy de continuer tout droit et l'oblige à faire un détour pour se rendre à l'épicerie. Mais alors qu'elle commence à faire demi-tour, elle remarque quelque chose d'autre. Il n'y avait personne dans la voiture, mais il y avait un type à pied juste à côté qui avait une drôle de démarche. C'est ça aussi que j'ai trouvé bizarre. Il marchait un peu comme ça. Nancy commence à marcher au ralenti. Il ne s'est pas complètement retourné, mais je crois qu'il a entendu ma voiture. Il s'est mis à marcher vers là-bas, très doucement, en regardant devant lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fiche? Comme s'il rôdait, il cherchait quelque chose. C'est ça, exactement. Quand il s'est tourné, j'ai vu que, un peu comme vous, il était un peu... Nancy montre du doigt ma calvitie naissante. Oui, dégarni. Il était brun. Et il avait une montre dorée au poignet gauche. Ah ouais, quand même. Tu t'en souviens parfaitement. Je me rappelle aussi qu'il avait une chemise verte et un pantalon de treillis. Oui, c'est exactement comme ça qu'il est habillé. Je m'en souviens très bien parce que ça me hante depuis le jour où je l'ai vu. Je le revois encore. J'ai passé des années à essayer de retrouver quel modèle de voiture c'était. Et je crois bien que c'était une Plymouth. Nancy décrit un homme d'un peu plus d'1,80 m, plutôt maigre, et vêtu d'un pantalon de treillis et d'une chemise vert kaki. Il marche à pas de loup, comme s'il était en train de suivre quelqu'un. Souvenez-vous, la scène se passe juste après que Janice Pocket est partie à vélo sur ce même chemin, dans la même direction. Nancy décrit clairement un individu vêtu d'un uniforme. Le fait qu'il ait garé sa voiture en travers de la route m'amène également à me poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'ait pas peur d'être vu? Ce n'est pas très discret de se mettre en travers de la route et de bloquer le passage des autres voitures. C'est pas ce que je ferais si j'étais sur le point de commettre un crime, en tout cas. À force d'enquêter de mon côté, j'ai fini par entendre parler d'un gars du coin qui ressemble à s'y méprendre à la description de Nancy. Ce type-là, je commence à le trouver sacrément suspect. En observant la scène, Nancy comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Mais elle est pressée. Ses enfants l'attendent à la maison avec la babysitter. Elle hésite un instant, se demande si elle ne devrait pas noter quelque part la plaque d'immatriculation. Mais comme le break n'est pas garé dans le sens de la route, il faudrait qu'elle s'arrête et qu'elle sorte de sa voiture pour regarder. Elle décide donc de tourner à gauche pour se rendre à l'épicerie. Pourtant, elle n'arrive pas à oublier l'image de cette voiture en travers de la route. Son instinct lui crie qu'il y a un truc qui cloche. Donc, quand vous rentrez des courses, la voiture n'est plus là. Disparu. Vous rentrez chez vous? Oui. Et ensuite? Ensuite, on a appris que la gamine avait été enlevée. Il y avait des flics partout. Ça m'a rendu malade. Des centaines de volontaires commencent à fouiller les environs, en concentrant leurs efforts sur le chemin de terre et les bois alentours. Ils forment des lignes en se tenant par la main et avancent lentement pour quadriller chaque centimètre carré. Tout le monde s'y met. Les hommes, les femmes, les enfants. Il y a des chiens, des gens à cheval et même des hélicoptères. Les gens passent tous les environs au peigne fin pour essayer de retrouver cette petite fille qui aurait pu être la leur. Ils impriment des avis de recherche qu'ils distribuent en ville et dans les commerces,
le maire fait même passer au président de l'époque, Richard Nixon, une pétition signée par plus de 100 000 personnes pour réclamer l'intervention du FBI. Si les habitants d'Ellington ont réagi aussi rapidement, c'est parce que ce n'était pas la première fois qu'un enfant disparaissait dans les environs. Quelques années plus tôt, une première petite fille s'était évaporée sans laisser de traces. Ce qui a donné aux kidnappeurs un temps d'avance, c'est qu'au début, les gens ont cru que Janice s'était simplement perdue dans les bois. Pour être sûr, je leur demande à Nancy si c'est bien ce chemin de terre que la fillette a emprunté quand elle est partie de chez elle à vélo cet après-midi-là. Elle a dû sortir de son allée et continuer par là jusqu'au virage. Ils ont retrouvé son vélo un peu plus loin. Cette photo du petit vélo vert de Janice par terre sur le chemin, c'est à vous glacer le sang. Dans toutes ces affaires d'enlèvement, il n'y a qu'une seule pièce à conviction. Et c'est cette photo. Le vélo est toujours quelque part dans un dépôt de la police du Connecticut. Ils n'ont pu détecter aucune trace de sang ni d'ADN dessus. Ni le papillon, ni l'enveloppe n'ont été retrouvés. Il suffit de voir ce vélo sur lequel Janice ne pédalera plus jamais, avec sa sacoche rayée et ses garde-boue à l'ancienne, pour se rendre compte à quel point cette histoire, et toutes les autres, ont pu être tragiques. Écoutons Mary, la sœur de Janice, se remémorer cette terrible journée. Je me souviens juste du vélo par terre et de ma mère qui appelait Janice. Sans doute qu'elle se disait « Elle est quelque part dans les bois ». Et puis, elle a commencé à paniquer. J'ai demandé à Nancy, la voisine des Pocket, si le comportement des gens avait changé après la disparition de Janice. Tout le monde était sur le qui-vive. Vraiment, tout le monde. Je veux dire, c'est normal. Il y avait des familles avec 4, 5 enfants. Il n'y avait jamais personne sur cette route, à part quand les gens rentraient du boulot. On est un peu à l'écart. C'est un cliché, mais c'est la vérité. Dans ce coin reculé, tout le monde se connaissait. À part si on y habitait, on n'avait aucune raison de venir par là. À moins d'être animé de mauvaises intentions, bien sûr. Les gens ont continué à chercher Janice Pocket pendant longtemps. Et l'enquête sur sa disparition s'est poursuivie pendant des années. Les autorités ont exploré toutes les pistes. Le FBI a fini par accepter de s'en mêler, mais ils n'ont rien trouvé. C'est seulement récemment, après avoir moi-même passé plus de 10 ans à enquêter sur l'histoire de Janice, que j'ai commencé à entrevoir un début de réponse. Et ces nouvelles informations ont fini par me ramener à Crystal Lake, là où tout a commencé. Pour les habitants d'Ellington, de Vernon ou de Tolland, Crystal Lake a toujours été une destination populaire pendant les vacances d'été. On y vient pour pêcher, se baigner, faire du bateau ou du ski nautique. On y organise des barbecues. Le lac n'est pas très grand, mais il est très profond par endroits. À l'époque où les disparitions ont eu lieu, entre la fin des années 60 et le début des années 70, la zone était en plein essor. C'était la pause parfaite sur la route entre Hartford et Boston. Les gens s'y arrêtaient pour faire le plein, manger un hot dog et boire une citronnade bien fraîche. Comme elles habitaient tout près d'Ellington, la mère de Janice et Mary les amenait souvent au lac l'été. J'étudie ces affaires depuis plus d'une décennie et c'est un travail de longue haleine. J'ai suivi des fausses pistes et traqué des suspects qui étaient innocents. Il y a des sources qui ont arrêté de me répondre du jour au lendemain et on m'a fermé la porte au nez plus d'une fois. Mais je me suis accroché. Et puis, début 2019, j'ai reçu un coup de fil qui a relancé mon enquête. C'était Ken et Patty Wendell, le couple que j'ai mentionné au début de cet épisode. Ceux qui se sont construits la maison de leurs rêves juste à côté de Crystal Lake. Et sur leur terrain, il y a une bonne douzaine de puits. Nous nous étions parlé pour la première fois quelques années plus tôt parce qu'ils étaient tombés sur mon travail en recherchant le nom des jeunes filles disparues sur Google. Toutes ces affaires, Debbie Spickler en 68, Janice Pocket en 73, Lisa Joy White en 74, ont connu un regain d'intérêt quand j'en ai parlé dans le Connecticut Magazine et dans l'émission de télé que j'animais à l'époque sur Investigation Discovery. L'article et l'émission sont sortis la même semaine, en 2013. Les gens ont commencé à s'y intéresser de nouveau. Les forces de l'ordre se sont remises au travail. Ils ont monté une commission d'enquête et promis une récompense de 150 000 $ pour toute information qui permettrait de retrouver les coupables. Un nouvel avis de recherche avec les visages des 3 victimes a été posté sur Internet et placardé partout en ville.
On a reçu des centaines de témoignages, par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux. En recoupant tout ça, j'ai pu identifier de nouveaux témoins, et notamment les Wendell. Nous sommes en avril 2019, et je retourne les voir. C'est une journée morose, comme il y en a parfois en Nouvelle-Angleterre. Le ciel est gris et il pleut des cordes. Regardez-moi cette vue. J'adore. Salut Patty, je te présente Mary. Bonjour Patty, enchantée. De même. Mary est la sœur de Janice Pocket. Salut, enchanté. Comment ça va? Aujourd'hui, Mary est venue avec moi pour que je lui présente Ken et Patty Wendell. Ça fait des années que je lui parle des Wendell et de ma piste à Crystal Lake. Je me suis dit qu'il était temps qu'ils se rencontrent et qu'on fasse le tour de la propriété tous ensemble. Mary est nerveuse, ça se voit. Comme à chaque fois qu'elle stresse, elle se frotte les mains comme si elle avait froid. Pendant qu'elle discute avec Patty, Ken me raconte qu'il a découvert quelque chose. C'est mon voisin, en fait. Dans les bois, le long de la route que vous avez pris pour venir, il a trouvé un genre de couronne de fleurs accrochée à un arbre, comme un mémorial. Ah oui? Il y a écrit « Repose en paix » et... Une inscription récente? Oui, c'est ça qui est bizarre. Ça n'a pas plus de 10 ans, je dirais. Des chrysanthèmes accrochés à un arbre. Et une inscription gravée dans l'écorce, comme celle que laissent les amoureux. Rien à voir avec les croix qu'on dresse au bord des routes pour commémorer les accidents mortels. L'arbre dont je vous parle est en plein milieu des bois, pas loin de plusieurs de ces puits que j'ai déjà mentionnés. Ken continue sur sa lancée. Qui irait mettre ça au beau milieu des bois des années plus tard? C'est comme si quelqu'un était revenu mettre des fleurs pour commémorer ce qui s'est passé. C'était bizarre de trouver ça. Non, en fait, c'est assez fréquent. Souvent, les gens reviennent. Les gens aiment revenir sur les lieux de leurs crimes, pour voir ce qui s'y passe. Quand on se tient près de l'arbre où les fleurs sont accrochées, on peut voir scintiller l'eau du lac qui se trouve à environ 200 mètres de là. Et on distingue les cabanes construites au bord. Mais juste à côté de ce mémorial, il y a aussi un endroit où le sol s'affaisse, large comme 3 voitures mises côte à côte. C'est comme si quelque chose sous terre avait cédé et que le sol s'était effondré. Avant de quitter les Wendell, je demande à Ken de se renseigner pour savoir s'il y avait un puits à cet endroit dans le temps. Mary n'est jamais venue ici. Sur le bord du lac, de l'autre côté de la route, toujours sur la propriété des Wendell, il y a un coin de forêt où l'on a longtemps cru que le corps de Janice était enterré. La découverte de Ken n'est pas la seule raison qui nous amène ici. Récemment, la police du Connecticut a commencé à s'intéresser de nouveau à cet endroit. Ils se sont mis à creuser. Les policiers ont enfin commencé les fouilles. Mais ils concentrent leurs efforts sur un puits situé en bordure de la propriété des Wendell, à un peu moins de 200 mètres du lac, de l'autre côté de la route. Ça se trouve sur Pine Street, juste après avoir tourné au coin de la rue. Il faut descendre en pente douce jusqu'à l'orée du bois et continuer sur encore 20 ou 30 mètres pour arriver jusqu'au puits. Là-bas, il y a 4 policiers, du matériel d'excavation, des types de la police scientifique, et tout ce beau monde remue 50 ans d'ordures et de secrets enfouis. Ils ont commencé à mener ces fouilles après avoir reçu récemment un témoignage qui indiquerait qu'un corps est enterré quelque part dans l'un de ces puits. Quand j'ai entendu ça, je me suis tout de suite demandé qui a bien pu leur donner ce tuyau. S'il y a un lien avec l'affaire Janice Pocket, qui donc attendrait presque 50 ans avant de prévenir la police? Est-ce que ce témoignage est seulement crédible? En tout cas, si la police s'est mise à faire des fouilles, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. On a toujours plus ou moins pensé que le corps de Janice Pocket se trouvait soit dans le lac, soit enterré pas loin. Mais je suis à peine arrivé chez les Wendell avec Mary pour enquêter sur l'enlèvement de sa sœur qu'on me transmet une nouvelle info qui va changer le cours de mes 3 enquêtes à la fois. Il s'avère que ces policiers ne sont pas à la recherche du corps de Janice. Non, ils cherchent quelqu'un d'autre, un nouveau nom, que malgré une décennie de travail acharné sur ces affaires, je n'avais encore jamais entendu. Une jeune femme qui vivait à quelques kilomètres seulement de chez Janice Pocket. Une jeune femme qui, comme j'allais bientôt le découvrir, pourrait bien être liée au mystérieux rôdeur que Nancy MacDonald, la voisine, dit avoir aperçu le jour de la disparition de Janice. Mais c'est là que tout devient très mystérieux. Cette jeune femme,
Sa disparition n'a été signalée qu'en 2016, alors que personne ne l'avait revue depuis 1971. En continuant à enquêter sur l'affaire Janice Pocket, je vais découvrir quelque chose qui pourrait bien tout changer. Dans le prochain épisode, je mettrai la main sur un indice qui me lancera sur la piste de cette nouvelle disparue. Il se pourrait bien qu'elle soit en fait toujours en vie. Et si c'est le cas, eh bien, comptez sur moi pour la retrouver. Dans le prochain épisode des disparus de Crystal Lake. Mais quand je tombais sur ses avis de recherche, surtout dans les jours qui ont suivi sa disparition, c'est surtout à ma mère que je pensais. J'avais peur que les gens la prennent pour une mauvaise mère. Mais on avait une règle toutes les deux. Jamais de stop toute seule. Si on se retrouve toute seule, tant pis, on marche, même si c'est loin. Elle avait quelques copines qui avaient son âge. Mais les garçons avec qui elle traînait, ils avaient 5, 6, 7 ans de plus qu'elle. C'était des jeunes hommes déjà et ils avaient une mauvaise influence sur ma sœur. C'était le premier épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Valentine Alaki, Léonie Pinjot et Pierre-Michel Dudon.